La biologie cellulaire est l'un des chapitres les plus vastes de la terminale et je m'adresse aujourd'hui aux élèves des classes terminales A4, C et D. Et nous allons parler de quel titre aujourd'hui? Nous allons parler des organites de la cellule. Mais bien avant d'en parler avec le professeur Pakoussi Tcha, nous nous adressons quand même à l'inspecteur Nzonou pour en savoir davantage. Inspecteur, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes en biologie avec les organites de la cellule. Oui, merci bien. Bonjour, chers élèves. La biologie cellulaire revêt une importance car c'est à travers les grandes fonctions de la cellule qu'on découvre les grandes fonctions de l'organisme. Et pour ce faire, je vais demander à mon collègue, M. Pakoussi, de faire cette révision avec vous. Je vous remercie. Très court, l'inspecteur, et je comprends. Il faut dire que le professeur Pakoussi va nous donner plus de détails, mais bien avant, si vous voulez en profiter, il y a deux choses. Il faut avoir le cahier de cours à côté et avoir un cahier d'exercice, parce qu'il y aura probablement des exercices que vous allez traiter avec le professeur Pakoussi Tcha. À bonne école, c'est donc parti. Bonjour chers élèves, bonjour chers téléspectateurs. Je me nomme Pakoussi et aujourd'hui je me propose de vous présenter une leçon de SVT des classes de terminale qui s'inscrit dans le thème biologie cellulaire et qui porte spécifiquement sur les organites de la cellule. Chers élèves, je vous invite à prendre vos cahiers et à noter quels sont les objectifs spécifiques à ce chapitre. À la fin de cette leçon, chers élèves, chaque élève doit être capable d'identifier les différents organites cellulaires, de préciser le rôle de chaque organite cellulaire et de localiser les acides nucléiques dans une cellule. Chers élèves, qu'est-ce que la cellule? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord faire quelques observations de certains tissus d'organes au microscope optique. Ainsi, lorsqu'on monte un fragment d'épiderme interne d'écaille d'oignon au microscope optique, on observe plusieurs cellules. Donc, on peut dire que l'oignon est un organe pluricellulaire. De même, lorsqu'on monte le prélèvement de l'épithélium buccal d'un humain au microscope optique, on observe également plusieurs cellules. On dira aussi que l'homme est un être pluricellulaire, c'est-à-dire constitué de plusieurs cellules. La peau de crapaud est également formée de plusieurs cellules. Le crapaud aussi est un organisme pluricellulaire. Même la bactérie est une cellule entière et unique. La bactérie est donc une cellule unicellulaire. Chers élèves, à l'issue de ces observations, que pouvez-vous déduire? À l'issue de ces observations, on peut dire que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Et la cellule est l'unité de base de tout être vivant. Voilà une définition simple de ce que c'est que la cellule. Chers élèves, surtout vous qui me suivez devant vos postes télé, lorsqu'on observe les cellules de l'écaille d'oignon, les cellules de l'épithélium buccal, les cellules de la peau de crapaud, on s'aperçoit qu'elles sont toutes formées de trois éléments fondamentaux, à savoir le noyau, qui baigne dans un liquide appelé le cytoplasme, entouré d'une membrane plasmique, alors que la bactérie n'a que le cytoplasme. La membrane plasmique est entourée d'une paroi. Ainsi,
La présence ou non du noyau permet de distinguer deux types de cellules. Les cellules eucaryotes, qui sont caractérisées par la présence d'un noyau bien délimité. C'est l'exemple d'une cellule animale et d'une cellule végétale. Pour ceux qui me suivent devant leur poste télé, ces cellules contiennent des noyaux qui sont bien délimités. On a aussi des cellules prokaryotes, caractérisées par la présence d'un noyau rudimentaire ou diffus. C'est le cas de notre bactérie qui n'a que le matériel génétique, mais non contenu dans un noyau bien délimité. Chers élèves, nous venons donc d'étudier la structure de quelques cellules. Dites-moi, lorsqu'on veut étudier l'ultrastructure de la cellule, quel appareil utilise-t-on? Oui, voilà, on utilise le microscope électronique. Donc le microscope électronique permet d'observer tous les constituants de la cellule appelés organites cellulaires. Nous allons d'abord parler de l'ultrastructure de la membrane plasmique, car cette membrane plasmique intervient beaucoup dans la nutrition de la cellule. La microphotographie de la membrane plasmique nous montre qu'elle est constituée de deux feuillets sombres séparés par un feuillet clair. Mais l'ultrastructure de la membrane plasmique nous révèle qu'elle est constituée d'un mélange ou mosaïque déformable ou fluide de phospholipides, de glycolipides, de glycoprotéines, de cholestérol et des protéines qui traversent la membrane. Cette déformabilité donc de la membrane plasmique lui permet de jouer son rôle, à savoir les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. À présent, chers élèves, nous venons d'étudier la membrane plasmique. Nous venons de voir donc l'ultrastructure de la membrane plasmique. Et cette membrane plasmique entoure un cytoplasme qui contient en suspension plusieurs organites cellulaires. Quels sont alors les différents organites cellulaires? L'ultrastructure d'une cellule animale nous montre qu'elle est constituée de plusieurs organites cellulaires qui sont entre autres les ribosomes, le réticulum endoplasmique rugueux encore appelé ergastoplasme, le noyau, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique lisse, le lysosome et j'en passe. Également, l'ultrastructure d'une cellule végétale nous montre qu'elle est constituée de ces mêmes organites. Mais, chers élèves, retenez, surtout vous qui me suivez devant vos postes télé, retenez qu'il existe quelques organites cellulaires qui font la différence entre une cellule animale et une cellule végétale. Il s'agit, pour la cellule animale, de centrosomes, de petites vacuoles, et pour la cellule végétale, de grandes vacuoles, de parois pectocellulosiques et de chloroplastes. Chers élèves, et surtout, je m'adresse à vous qui me écoutez devant vos postes radio, retenez que l'ultrastructure de la cellule permet de dire que la cellule est comparable à une usine à l'intérieur de laquelle chaque organite appelé, et chaque compartiment du moins appelé organite, joue un rôle précis dans la vie de la cellule. Quels sont alors les rôles des différents organites cellulaires? Je prends par exemple la mitochondrie qui a pour rôle le siège donc des oxydations cellulaires productrices d'énergie pour l'organisme. Le chloroplaste donc c'est le siège de la photosynthèse des substances organiques. L'ergastoplasme, qu'on appelle encore réticulum endoplasmique rugueux, intervient dans la synthèse des protéines. Les ribosomes décodent l'information génétique nécessaire à la synthèse des protéines. Le diptyosome intervient dans le stockage et l'emballage des produits de synthèse.
Le lysosome assure la digestion des produits ingérés par la cellule et la destruction des organites morts. Le centrosome, quant à lui, intervient dans la division cellulaire en produisant les astères qui vont orienter les fibres du fuseau achromatique. Le noyau, enfin, assure la survie de la cellule et la transmission des caractères héréditaires grâce aux acides nucléiques qu'il contient et qui sont le support des informations génétiques. Chers élèves, comment localise-t-on alors ces acides nucléiques dans la cellule? Nous allons utiliser deux types de réactions. D'abord, la réaction de Feulgen qui permet de localiser uniquement l'ADN dans la cellule. Et cette réaction de Feulgen est basée sur la recoloration en violet de la fuchsine décolorée ou réactif de Schiff en présence du désoxyribose bien sûr de l'ADN. Comment procède-t-on, chers élèves? Sur des coupes de tissu, on fait agir de l'acide chlorhydrique dilué pour hydrolyser partiellement l'ADN afin de libérer le désoxyribose. Après rinçage, on ajoute le réactif de Schiff. Pour ceux qui me suivent devant leur poste télé, vous allez observer que le nucléole, et plus précisément la chromatine, se colore en violet. En conclusion, on peut dire que l'ADN est localisé dans la chromatine. Le deuxième test permettant la localisation des acides nucléiques est le test de Brachet. Et ce test permet à la fois de localiser l'ADN et l'ARN. Ce test, au fait, c'est une technique de double coloration. Donc, c'est constitué de deux colorants, à savoir le vert de méthyle qui colore l'ADN en vert et la pyridine qui colore l'ARN en rouge. Chers élèves, lorsque nous traitons des coupes de tissu avec les deux colorants, on s'aperçoit que la chromatine se colore en vert, le nucléole et le cytoplasme se colorent en rouge. Mais, pour savoir que vraiment tel acide nucléique est localisé à tel endroit, nous allons faire deux tests complémentaires. À savoir, lorsqu'on traite des coupes de tissu avec la désoxyribonucléase ou adénase, qui est une enzyme qui digère l'ADN, et lorsqu'on passe à la double coloration, on s'aperçoit que seule la chromatine reste incolore. Le nucléole et le cytoplasme se colorent en rouge. Rappelez-vous, chers élèves, tout à l'heure, nous venons de dire que le vert de méthyle colore l'ADN en vert. Sur ce schéma, on n'observe pas de vert. Et l'adénase ayant détruit l'ADN, nous allons pouvoir conclure que l'ADN se localise dans la chromatine. Ensuite, après traitement des coupes de tissu avec la ribonucléase cette fois-ci, ou encore arénase, qui digère l'ARN, la double coloration permet d'observer une coloration verte uniquement au niveau de la chromatine. Donc, avec cette expérience, nous pouvons dire que seul le nucléole et le cytoplasme restent incolores. Rappelez-vous tout à l'heure que nous avons utilisé l'arénase qui a détruit l'ARN et que la pyridine colore l'ARN en rouge. L'absence de la coloration rouge nous permet de dire que l'ARN est localisé au niveau du nucléole et dans le cytoplasme. Chers élèves,
quelle est la structure de ces acides nucléiques? D'abord, pour savoir de quoi est composé l'ADN et l'ARN, nous allons procéder à des hydrolyses. Premièrement, l'hydrolyse totale des acides nucléiques permet d'obtenir un sucre, un acide phosphorique et des bases azotées. Mais quand on compare l'ADN à l'ARN, on s'aperçoit que l'ADN a pour sucre le désoxyribose, alors que l'ARN a pour sucre le ribose. Voilà une première différence. La seconde différence se situe au niveau des bases azotées. L'ADN contient la thymine et l'ARN contient l'uracile. Donc, en plus de ces deux bases qui font la différence entre l'ADN et l'ARN, on a d'autres bases azotées que sont l'adénine, la guanine et la cytosine. Maintenant, retenez, chers élèves, que l'hydrolyse partielle de ces acides nucléiques permet d'obtenir soit des nucléosides, qui sont des molécules formées de bases azotées et de sucre, soit des nucléotides, qui sont des molécules formées de bases azotées, de sucre et d'acide phosphorique. Lorsqu'on veut aller sur le plan spatial de l'organisation spatiale de ces molécules, on se rend compte que la molécule d'ADN est constituée d'une double chaîne de polynucléotides qui sont antiparallèles et qui s'enroulent l'une autour de l'autre sous forme d'une double hélice. On peut donc déduire que l'ADN a une structure en double hélice. Et on dit, chers élèves, retenez bien, on dit que la molécule d'ADN est bicaténaire. Et à l'intérieur de cette molécule, retenez aussi que les bases azotées s'associent de façon complémentaire. L'adénine se lie à la thymine avec 2 liaisons hydrogènes, tandis que la guanine se lie à la cytonine, à la cytosine du moins, avec 3 liaisons hydrogènes. Lorsqu'on passe à la structure de l'ARN, on remarque que c'est une molécule formée d'une seule chaîne de polynucléotides sous forme d'hélice. Voilà, par rapport à l'ADN, ici c'est une seule chaîne de polynucléotides. Donc on peut dire alors que l'ARN a une structure en simple hélice. Et la molécule d'ARN est alors monocaténaire dans ce cas. Chers élèves, surtout vous qui me suivez devant vos postes radio, prenez vos cahiers et ouvrez le cahier au niveau du chapitre sur la division cellulaire. Le professeur vous avait dit que l'ADN se duplique ou se dédouble lors de l'interphase et est réparti de façon équitable dans 2 cellules filles pendant la mitose. Comment se fait cette duplication ou cette biosynthèse de l'ADN? Ou de façon générale, comment se fait la biosynthèse des acides nucléiques? D'abord, la biosynthèse de l'ADN. Cette biosynthèse ou autoreproduction de l'ADN débute en plusieurs points de la molécule par ouverture ou dégrafage, synthèse d'un nouveau brin à partir des bases azotées libres du noyau. À la fin donc de cette biosynthèse, qui est bien sûr initiée par une enzyme appelée ADN polymérase, on obtient 2 molécules filles d'ADN, c'est ça que nous appelons la duplication. 2 molécules filles d'ADN à partir de la molécule mère d'ADN.
Et vous allez constater, pour ceux qui me suivent devant leur poste télé, que ces deux molécules phi sont identiques entre elles et identiques à la molécule mère. C'est ce qu'on appelle la réplication. La biosynthèse de l'ARN commence par une ouverture de la double chaîne d'ADN. Retenez que c'est l'ADN qui se transcrit en ARN. Donc, ouverture de la double chaîne d'ADN grâce à une enzyme appelée ARN polymérase et synthèse du nouveau brin avec complémentarité entre les bases de ce nouveau brin et le brin transcrit de l'ADN. À la fin de la biosynthèse de l'ARN, on obtient donc une molécule d'ARN plus courte que la molécule d'ADN. En résumé, chers élèves, retenez que tous les êtres vivants plutôt sont constitués de cellules. Et les cellules contiennent des organites qui ont chacun un rôle précis. Le noyau, par exemple, est indispensable à la vie de la cellule et assure la transmission des caractères héréditaires grâce au matériel génétique qu'il contient. L'ADN est localisé dans la chromatine, alors que l'ARN est localisé dans le nucléole et le cytoplasme. L'ADN est doué d'une autoreproduction et peut se transcrire en ARN. Retenez enfin que la membrane plasmique, grâce à sa perméabilité, intervient dans la nutrition cellulaire. Chers élèves, nous allons faire un exercice d'application pour vous permettre de bien comprendre ce que nous avons dit à travers cette leçon. L'exercice dit ceci. On dispose de deux variétés d'acétabulaires. Ce sont des algues vertes unicellulaires. Acétabularia méditerranéen à chapeau arrondi et Acétabularia crenulata à chapeau crénulé. On réalise les expériences suivantes. L'expérience A, qui est la première expérience, nous parle de la régénération du chapeau. L'expérience B, qui est donc la deuxième expérience, nous parle de la greffe expérimentale. Quelles sont, chers élèves, les consignes à cet exercice? La première consigne nous dit d'analyser la première expérience et de préciser l'élément nécessaire à la survie de l'acétabularia. La deuxième consigne nous dit d'analyser la deuxième expérience et d'en déduire le rôle du noyau. Voici les réponses à cet exercice. Rappelons tout à l'heure que la première consigne nous dit d'analyser l'expérience et de préciser l'élément nécessaire à la survie de l'acétabularia. Pour ceux qui me suivent devant leur poste télé, revoyons l'expérience. Cette première expérience. On s'aperçoit qu'après la section du pédicelle d'Acétabularia méditerranéen, on constate que le pédicelle portant donc le chapeau meurt malgré sa mise en culture. De même, le rhizoïde, après énucléation, c'est-à-dire après éjection donc du noyau, un rhizoïde sans noyau, meurt aussi malgré la mise en culture. Par contre, le rhizoïde contenant le noyau régénère un nouveau chapeau et donc permet alors la survie de la cellule. Qu'est-ce que nous allons donc apporter comme précision? Comme le rhizoïde contenant le noyau a pu régénérer le chapeau, nous allons dire que le noyau est l'organite nécessaire à la survie de l'acétabularia.
La deuxième consigne nous demande d'analyser l'expérience et d'en déduire le rôle du noyau. Nous voyons encore ici cette expérience. Donc, l'analyse est la suivante. Après la section des pédicelles de l'acétabularia méditerranéa et de l'acétabularia crenulata et la greffe croisée de noyaux, c'est-à-dire échange de noyaux au niveau donc des rhizoïdes, on se rend compte qu'après la mise en culture, il y a régénération du chapeau d'acétabularia crenulata sur le rhizoïde d'acétabularia méditerranéa et régénération du chapeau d'acétabularia méditerranéa sur le rhizoïde d'acétabularia crenulata. Chers élèves, on a l'impression que c'est la présence du noyau qui détermine la forme du chapeau. Oui, ça nous permet de déduire que le noyau assure la transmission des caractères héréditaires. Chers élèves, nous voici donc à la fin de l'exercice d'application. Pour l'exercice d'approfondissement, je vous invite à consulter l'exercice 1 et 2 de la collection Planète Vivante des classes de terminale C et D aux pages 26 et 27. Chers élèves, ne vous éloignez pas trop de vos cahiers. Restez toujours en contact avec vos cahiers et n'oubliez pas les mesures de barrière en vous lavant régulièrement les mains à l'eau et au savon, en portant vos masques de protection et en observant la distanciation sociale afin d'éviter le Covid-19. Je vous remercie. Merci, professeur Pakoussi Tcha. Étant donné que nul ne connaît le sujet ou le chapitre qui va venir lors des examens, lors des épreuves des examens de fin d'année, il est très important de suivre avec attention les révisions que nous faisons à la télé pour en profiter au maximum parce que nul ne connaît, n'est-ce pas, de quoi les examens seront composés. Eh bien, c'était le développement, l'enseignement du professeur Pakoussi Tcha sur le chapitre la biologie cellulaire, un chapitre très vaste que vous avez dans vos cahiers de cours et que vous connaissez déjà. Et nous avons parlé des organites de la cellule. Et vous avez vu, il a développé, il a pris tout son temps pour vous expliquer encore et encore, de sorte à ce que ceux qui sont à la radio, ceux qui nous écoutent sur les ondes de radio puissent comprendre. C'est vrai que vous n'avez pas les images, mais on dit souvent à la radio, l'écran est plus grand qu'à la télévision. Donc c'est très important, mes chers amis, de rester concentrés à chaque fois que nous passons ces émissions. Ça vous permettra de mieux maîtriser certaines choses que vous avez peut-être ratées lors des classes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain module d'Abonne École. Respectez les règles d'hygiène et surtout vos cahiers de cours.